La commandante Lyra Desmond resta figée lorsque l'amiral prononça son verdict. Aucune explication, aucun conseil de guerre, juste un ordre sec, tombé comme une hache, balayant 15 années de service irréprochable. Autour d'elle, le silence du pont résonnait comme une accusation muette. La mer, elle, continuait à battre la coque du porte-avions, indifférente à ce drame. Quelques marins la regardaient du coin de l'œil alors qu'on l'escortait, un simple sac sur l'épaule et une médaille sans inscription glissée dans sa main. Personne n'osa poser la moindre question à propos de la station abyssale. Il valait mieux ne pas savoir. 20 heures plus tard, un sous-marin nucléaire fit surface dans des eaux strictement interdites, défiant chaque protocole écrit ou non écrit. Et son capitaine n'avait qu'une seule exigence. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui ? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. La commandante Lyra Desmond se tenait à l'extrémité du pont du Léviathan, le vent chargé de sel lui fouettant le visage. Devant elle, la mer de Chine méridionale se tendait comme une toile sombre, trouée par les reflets du ciel. À ses pieds, le porte-avions taillait son sillon avec détermination, laissant derrière lui une traînée blanche aussi droite qu'une cicatrice. À 6 heures du matin, le pont grouillait déjà d'une chorégraphie impeccable. Des silhouettes en gilets colorés s'affairaient, coordonnant le décollage des rafales marins pour la patrouille de l'aube. Lyra les observait avec un œil exercé, remarquant tout de suite le silence qui s'abattait sur un groupe de jeunes officiers à son approche. Leur conversation mourut si vite qu'il était impossible d'y voir autre chose qu'un malaise. Et cela faisait 3 jours que cela durait. Des murmures qui cessaient toujours quand elle passait. Une rumeur tournait, elle le sentait. Et pour une raison obscure, elle en était le centre. Son second, le lieutenant-commandant Yvan Moreau, s'avança vers elle visiblement tendu. Lui qui avait toujours le mot pour détendre l'atmosphère semblait à présent crispé. « Commandante, l'amiral Venn vient d'atterrir. Il exige votre présence dans la salle de briefing immédiatement. » Lyra haussa un sourcil. L'amiral Venn n'était pas censé se trouver ici aujourd'hui, et les visites surprises de la flotte pacifique n'annonçaient jamais rien de bon. « A-t-il précisé la raison de cette entrevue, Yvan ?» demanda-t-elle d'une voix égale. « Non, madame, mais il est accompagné de 2 officiers du renseignement naval. » Un frisson glacial lui descendit le long de l'échine, bien qu'elle ne laissât rien paraître. Elle hocha simplement la tête. « Merci, Yvan, vous avez le pont. » Elle se mit en marche dans le dédale métallique du Léviathan, les souvenirs ressurgissant malgré elle. La salle de contrôle de l'hydre baignait d'une lumière rouge d'urgence. Les sirènes qui hurlaient, sa main sur la radio cryptée, et la voix du capitaine Darius Kael, toujours posée malgré la panique, lui donnant cet ordre qui, à lui seul, avait ruiné leurs carrières à tous les deux. La porte de la salle de briefing était gardée par 2 fusiliers marins qui n'étaient pas là la veille. Ils se raidirent et la laissèrent entrer sans un mot. À l'intérieur, l'amiral Venn se tenait, dos à la mer, les mains jointes derrière lui, contemplant l'horizon à travers la petite vitre blindée. 2 hommes du renseignement étaient déjà assis à la table, leurs visages fermés. « Commandante Desmond » dit Venn, toujours tourné vers la mer. « Merci d'être venu si vite. » Elle répondit, droite comme un i. « À vos ordres, monsieur. » Enfin, l'amiral se retourna. Son visage, buriné, ne laissait rien transparaître. « Vous êtes relevé de vos fonctions à compter de maintenant. » Les mots tombèrent dans la pièce comme une salve d'obus. Elle s'était préparée à ce jour depuis des années, mais la brutalité de la réalité restait un choc physique. Elle garda le visage impassible, la voix neutre. « Puis-je demander pour quel motif, amiral ?»« Non, » trancha-t-il sèchement. « Vous récupérerez uniquement vos affaires personnelles. Vous êtes interdite d'accès au système du navire et de tout contact avec l'équipage à propos de cette affaire. Moi, ces officiers vous escorteront. » Dans son esprit, 1000 hypothèses tourbillonnaient. Quelqu'un avait-il enfin fait le lien avec la station abyssale, ou bien était-ce autre chose? Impossible de savoir, et Venn ne comptait manifestement pas s'expliquer. « Bien compris, monsieur. » Pour une fraction de seconde, un éclair fugitif passa dans le regard de Venn. De la regret, elle n'aurait su le dire. Déjà, il redevenait ce bloc impénétrable. « C'est tout, commandante. » Le retour à ses quartiers se fit dans un silence pesant. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Certains détournaient les yeux, d'autres la fixaient avec un mélange d'incompréhension et de pitié. Les plus anciens lui adressaient un salut discret, une posture plus droite, de petits signes que ses gardes ne remarquaient pas. Dans sa cabine, elle rangea méthodiquement ses rares affaires, quelques vêtements, des livres, une boîte de bois gravée renfermant les lettres de son grand-père marin. D'un geste précis, elle retira ses insignes de colle et les posa sur le bureau.
Ses décorations restèrent, sauf une, sans ruban ni inscription, qu'elle glissa dans sa poche en toute illégalité. Elle jeta un dernier regard au miroir, une vieille photo y était coincée dans le cadre. 4 officiers, debout sur le pont d'un sous-marin, arborant un écusson qui n'existait officiellement pas. Elle, Kael, la lieutenante Koravos et l'ingénieur Enen Xian, l'équipage de l'Hydre. Elle récupéra la photo et la glissa dans son exemplaire de la traque d'octobre. Une pointe d'humour noir qu'elle était seule à comprendre. Escortée à travers le navire, elle gardait la tête haute. À la coupée, la pluie commençait à tomber, légère pour l'instant. Elle descendit vers la vedette qui l'attendait sans un regard en arrière. 16 heures plus tard, la base navale de Fushima s'agitait sous un ciel d'encre. Dans une salle close, les enquêteurs du renseignement interrogeaient les officiers du Léviathan. « La commandante Desmond n'a jamais évoqué de missions antérieures avec vous ?» demanda l'un d'eux à Moreau. « Comme je vous l'ai déjà dit 3 fois, elle était irréprochable et concentrée sur la mission, » répondit-il sèchement. Son dossier parle pour elle, 15 ans de service impeccable. Décorée 2 fois pendant la crise du Détroit. Si vous pensez qu'elle a trahi, vous vous trompez. Le renseignement ne broncha pas. Nous en jugerons. Avez-vous entendu parler d'un capitaine Darius Kael ou d'une opération Brume Noire? Moreau fronça les sourcils. Jamais entendu? Vous pouvez pas juste virer un officier comme ça et croire que ça n'ébranle pas tout l'équipage. Merci, lieutenant-commandant. Vous pouvez disposer. Dans une salle des transmissions, quelques étages plus bas, une opératrice fronçait les sourcils en écoutant ses écouteurs. « Monsieur, je capte un signal étrange. Décrypté. Partiellement, vieille clé de guerre froide. On parle de brume noire et du nom Kael. » Le visage du responsable pâlit. « Notez et transmettez directement à l'amiral Chen, à personne d'autre. » Plus loin, l'amiral Venn fixait un écran où le statut de l'Hydre, un sous-marin nucléaire de classe Vortex, clignotait en rouge. Aucune communication. Potentiellement compromis. Venn sentit une vieille angoisse lui tordre l'estomac. Il murmura, plus pour lui-même que pour quiconque, « Retrouvez Desmond, immédiatement !» Mais Lyra était déjà loin. Dans une petite chambre, au-dessus d'un marché aux poissons d'un village côtier, elle se tenait devant une vieille radio à ondes courtes. Des craquements, puis une voix déformée, tranchait cet écho accusé-réception. Elle répondit calmement dans le micro, « Reçu, Hydre, mission Léviathan avortée, passage en contingence. Compris. Conditions de surface favorables demain 7 heures. Préparez-vous. » Puis la ligne se tut. Lyra resta immobile, le regard perdu vers la mer Noire. 8 années de silence, à surveiller de loin les mêmes erreurs qu'elle avait déjà tenté d'empêcher. Demain, le silence prendrait fin. Et avec lui peut-être la carrière qu'elle avait sacrifiée, sa liberté, voire sa vie. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers un ciel de plomb lorsque Lyra descendit du petit escalier grinçant du marché et marcha vers le port. Dans l'air humide flottait déjà l'odeur de sel et de poissons frais. La mer, agitée par les rafales qui annonçaient un front orageux, clapotait contre les coques des embarcations amarrées. Un vieux pêcheur, vêtu d'un ciré élimé, l'attendait au bout du quai, son bateau de bois oscillant paresseusement au gré des vagues. À son approche, il releva les yeux et glissa dans un anglais approximatif. « Tempête qui vient ? Mauvais jour pour sortir. » Lyra lui tendit une enveloppe épaisse sans un mot. « Justement pour ça, » répondit-elle. Il glissa l'argent dans sa poche sans même vérifier la somme. « Vous militaire ?» Elle hésita puis hocha la tête. « Oui, comme les autres. » Le vieil homme fronça les sourcils. « Quels autres ? Américains, le mois passé ? Gros navires. Ils ont fait beaucoup de bruit au large. Les poissons ne sont pas revenus avant 2 semaines. » Il tapota la coque de son bateau et ajouta dans un murmure « Je sais ce qu'ils font, même jeu qu'avant. » Ces mots confirmèrent ce qu'elle craignait déjà. Les tests expérimentaux avaient repris, dans une version plus dévastatrice encore. Elle jeta un coup d'œil à l'horizon où les premières vagues blanches éclataient sous la poussée du vent. « On y va ?» souffla-t-elle. À la base navale de Fushima, la situation se dégradait d'heure en heure. Dans la salle de commandement, saturée d'écrans et de tensions, les officiers s'affairaient autour des cartes numériques. L'amiral Venn, debout derrière eux, les mains jointes dans le dos, fixait la projection satellite en silence. « L'Hydre ne répond plus », annonça le capitaine Joaquin Herrera, officier tactique. « Dernière position connue ici, à environ 80 nautiques au sud-est de la tranchée d'Okawa. » Sa voix se fit plus grave. « C'est une zone restreinte, réservée aux tests acoustiques. » Venn serra la mâchoire. « Et aucun contact radio, aucune tentative de communication ?»
Rien, amiral. Nous avons tenté toutes les fréquences standards et d'urgence. Silence total. Dans une pièce attenante, la jeune analyste du renseignement, Samara Farrow, s'acharnait sur des dossiers classifiés qu'on venait tout juste de déclassifier pour elle sur ordre de Venn. Son algorithme mit soudain en évidence un lien longtemps enfoui. Elle murmura, presque pour elle-même, « Opération Brume Noire ». Sur son écran, deux noms apparurent, sans plus de doute possible. Lyra Desmond et Darius Kahel, tous deux répertoriés comme officiers principaux lors d'un soi-disant exercice de formation en eau profonde 8 ans plus tôt. La tranchée d'Okawa avait alors été fermée à toute navigation sous couvert de recherches environnementales. Samara continua de fouiller et découvrit que tous les membres d'équipage présents à bord lors de cette mission avaient été transférés dans les 2 mois, dispersés dans des affectations banales aux 4 coins de la flotte. Y compris Lyra, écartée des sous-marins pour finir sur un porte-avions. Elle inspira profondément. Ils ont brisé tout l'équipage pour les faire taire. Pendant ce temps, au large, le petit bateau de pêche fendait les vagues. La silhouette noire de l'hydre apparut enfin dans le lointain, hors de toute route maritime. Le sous-marin se tenait là, immobile, en surface, défiant la navie entière. La mer autour semblait plus sombre encore, agitée comme si elle-même savait que ce n'était pas sa place. Lyra, debout à l'avant, leva ses jumelles et distingua sans mal la silhouette raide de Kahel, postée sur la tour de commandement, les bras croisés, son regard fixé sur elle. La voix du pêcheur résonna derrière elle. « Ils vous attendent, madame !» Elle hocha la tête, le cœur serré, et se tourna vers le patrouilleur de la Navy qui venait les intercepter. « Navire civil, ici la marine des États-Unis. Zone restreinte. Faites demi-tour immédiatement. » Elle se redressa et répondit dans le haut-parleur. Ici la commandante Lyra Desmond, matricule 81 247K. Le capitaine Kahel m'attend. Après une pause interminable, la voix revint. Reçu, commandante. Veuillez monter à bord de notre patrouilleur pour rejoindre le sous-marin. Elle franchit la courte distance qui la séparait du patrouilleur sous les regards mi-curieux, mi-inquiets des jeunes marins. Puis le petit convoi se mit en route vers la masse noire de l'hydre. À mesure qu'ils approchaient, le sous-marin se dressait tel un monstre d'acier, sa coque luisant sous le ciel gris. Kahel porta un mégaphone à ses lèvres et déclara d'une voix qui portait loin « Commandante Lyra Desmond, les dossiers Brume Noire refont surface aujourd'hui. Autorisation trancher cet écho. » Le code qu'ils avaient décidé ensemble 8 ans plus tôt en cas de reprise des tests. Elle sentit un frisson la traverser. La pluie commençait à tomber, drue, tandis qu'elle escaladait l'échelle pour rejoindre le pont du sous-marin. Kahel lui tendit la main, ses traits marqués par les années, mais son regard toujours aussi perçant. « C'est pire que ce que nous pensions », dit-il à voix basse, dès qu'elle eut posé le pied sur la tour. Ils ont relancé les tests, mais à une échelle 10 fois supérieure. Ils ciblent désormais la zone la plus fragile de la tranchée. Sous la surface, dans la salle de contrôle, l'équipage la salua d'un même geste. Kahel fit signe. « Repos », puis il l'entraîna vers la console où clignotaient des données alarmantes. « Voici les signatures acoustiques », expliqua-t-il en désignant l'écran. Ils ont déployé tout un réseau de dispositifs ici, formant un motif de résonance qui amplifie les vibrations. Elle comprit d'un coup d'œil. Un éboulement massif, un glissement de terrain sous-marin, des tsunamis sur plusieurs côtes, Japon, Philippines, peut-être jusqu'aux côtes chinoises. Et le pire, poursuivit Kahel, la voix lourde de colère, c'est que Pékin surveille. Ils ont déjà repéré les signaux. Si la catastrophe arrive, ils y verront une attaque délibérée. La perspective d'une guerre ouverte se dessinait en filigrane. Kahel poursuivit d'un ton décidé. Nous avons tout consigné. Enregistrement, données, relevés sismiques. Nous sommes prêts à tout transmettre aux états-majors alliés, même aux Chinois, en contournant notre propre chaîne de commandement. Lyra balaya la pièce du regard. Tous ces hommes et femmes, certains déjà rencontrés 8 ans plus tôt, tous conscients de ce qu'ils risquaient. Vous réalisez que c'est une mutinerie. Kahel hocha la tête. Nous savons tous ce que nous faisons, mais on ne peut plus se taire. Elle se tourna alors vers la station de communication, l'air résolu. Alors allons-y, mettons Brume Noire en pleine lumière. Elle posa ses doigts sur le clavier et déclencha la transmission sécurisée. À cet instant, des centaines d'écrans à Tokyo, Séoul, Pékin et Singapour se mirent à clignoter, recevant en temps réel les preuves d'un scandale enfoui depuis des années. Dans la salle de commandement de Fukushima, les officiers observaient, interdits, la silhouette noire de l'hydre sur les images satellites, immobile en surface, encerclée par la flotte. Sur la tour, 2 silhouettes côte à côte.
Venn ferma les yeux brièvement, comprenant ce que cela signifiait. Puis il donna l'ordre d'évacuer la salle, ne gardant auprès de lui que ses 2 adjoints les plus proches. Il s'assit lourdement et déclara « Ce que je vais vous dire est classé au plus haut niveau. Si ce que je redoute est vrai, nous pourrions déclencher une crise internationale avant la fin de la journée. Sur la tour de l'Hydre, alors que le vent forçait et que la pluie battait le métal, Lyra et Kael restaient debout, regardant les navires américains se rapprocher. Elle murmura, presque pour elle-même, 8 ans de silence, et maintenant, tout refait surface. Kael posa une main ferme sur son épaule. Cette fois, Lyra, personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. 3 jours après la réapparition de l'Hydre à la surface, le centre de crise du Pentagone bourdonnait d'une activité fébrile. D'immenses écrans affichaient des données sismiques, des cartes navales parsemées de points lumineux et une avalanche de messages diplomatiques en provenance des capitales du Pacifique. Autour de la grande table, des uniformes et des costumes échangeaient à voix basse, certains jetant des regards nerveux aux images satellitaires. L'amiral Venn se tenait droit au centre de la pièce, impassible malgré la fatigue qui se lisait sur son visage. À ses côtés, la docteure Amira Nadir, sismologue en chef, achevait sa présentation. Les preuves transmises par l'Hydre sont incontestables. Les motifs acoustiques générés par ces dispositifs auraient provoqué l'effondrement imminent d'une portion critique de la tranchée. Résultat, des tsunamis multiples, touchant des milliers de kilomètres de côte, causant potentiellement des centaines de milliers de victimes. Elle croisa le regard d'un général sceptique qui gronda « Vous êtes absolument certaine que ces relevés n'ont pas été mal interprétés par Kael et Desmond ?» La docteure secoua la tête avec fermeté. Les fréquences sont artificielles et parfaitement ciblées sur une faille connue. Ce n'est pas un phénomène naturel. On ne peut pas fabriquer un tel motif par hasard. Le représentant du département d'État se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous avons reçu la confirmation de nos homologues chinois qu'ils ont eux aussi enregistré les mêmes signaux. Ils ont fait part de leur vive inquiétude. Le silence retomba comme une chape de plomb. Puis le président des chefs d'état-major, assis en bout de table, planta ses yeux dans ceux de Venn. « Amiral, vous aviez connaissance de cette opération, n'est-ce pas, et des risques associés ?» Venn redressa le menton, ses traits tirés par les années. Il y a 8 ans, Kael et Desmond ont découvert la véritable nature de ces tests qui avaient dérivé vers une arme sismique. Ils ont tenté de faire remonter l'information et on les a fait taire. Quand ils ont désobéi pour éviter un désastre, on a classé l'affaire et dispersé l'équipage. Un murmure parcourut la salle. Il reprit d'une voix lasse « J'ai été mis dans la confidence il y a 3 ans. J'ai surveillé leurs affectations et, quand j'ai compris que le programme avait repris sous un autre nom, j'ai su qu'il ne resterait pas silencieux. » Le président le coupa sèchement. « Alors, vous avez écarté la commandante Desmond pour la faire taire ou pour la protéger ?» Venn répondit avec une sincérité désarmante « Les deux. Je savais qu'ils agiraient. Je voulais les positionner pour qu'ils réussissent. » À plus de 6000 km de là, dans une salle d'audience improvisée sur la base navale de Kayaoulou, l'équipage de l'Hydre attendait en rang serré, visage fermé. Assis au centre, Kael et Lyra écoutaient la voix monocorde du procureur du Jaguier énumérer les accusations, mutinerie, divulgation d'informations classifiées, désobéissance à des ordres directs. Chacune de ces accusations aurait suffi à ruiner une carrière. Ensemble, elles pesaient comme une sentence. Mais quelque chose avait changé. L'opinion publique, désormais au fait de la vérité grâce aux révélations de l'Hydre, se montrait furieuse que la Navy ait tenté de masquer un danger si énorme. Sur les écrans dans la salle d'audience, les pages déclassifiées s'affichaient, révélant noir sur blanc le projet Brume Noire et ses objectifs. Les lignes autrefois caviardées apparaissaient enfin, détaillant les essais et les ordres donnés à Kael et Desmond 8 ans plus tôt. Le président du tribunal, un amiral austère aux cheveux blancs, leva la tête vers Kael. « Capitaine Kael, expliquez vos actions. » D'une voix assurée, le sous-marinier commença « En mission sur l'Hydre, nous avons découvert que les dispositifs installés sur la tranchée ne servaient pas à la détection, mais à produire des ondes capables d'effondrer le relief sous-marin. Nous avons immédiatement signalé le danger. On nous a ordonné de poursuivre. Lorsque les lectures sont devenues critiques, j'ai ordonné à la lieutenant Desmond d'utiliser les codes d'urgence pour désactiver les équipements. Il tourna la tête vers elle comme pour lui rendre hommage. Elle a obéi, et nous avons évité une catastrophe. Le président demanda d'une voix plus douce, « Et pour cela, on vous a séparés, menacés, réduits au silence ?» Kael confirma d'un signe de tête.
Le procureur se leva à son tour. « Monsieur le Président, nous avons maintenant en main les dossiers originaux. Et nous avons reçu le témoignage de l'amiral Venn confirmant que la radiation de la commandante Desmond du Léviathan visait à la protéger et à permettre ses révélations. » Le président soupira, fermant les yeux un instant. Puis il se tourna vers Lyra. « Commandante Desmond, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Elle se leva, le dos droit, la voix claire. « J'assume mes décisions. Il y a 8 ans comme aujourd'hui, j'ai choisi de respecter l'esprit de mon serment, pas seulement la lettre. Mon devoir est de protéger ce pays, même lorsque la menace vient de ses propres institutions. » Elle glissa la main dans sa poche et en sortit la petite médaille sans nom qu'elle avait emportée en quittant le Léviathan. Cette médaille m'a été remise en secret par l'amiral Chen, un homme qui savait mais qui n'avait pas le pouvoir d'agir. Il m'a dit ce jour-là que les services les plus importants sont souvent ceux qui ne figurent dans aucun rapport. Sous les lumières de la salle, le métal nu brilla comme une vérité qu'on ne pouvait plus cacher. 3 semaines plus tard, sous un soleil éclatant, le secrétaire à la marine présidait une cérémonie sur le pont du porte-avions Resolute. Devant lui, alignés en grande tenue blanche, Kael et Lyra se tenaient au garde à vous. Le secrétaire prit la parole, la voix solennelle. « Il est de la décision de la marine que le capitaine Darius Kael et la commandante Lyra Desmond ont agi avec le plus haut degré de courage et d'intégrité dans des circonstances où la simple obéissance aurait coûté des milliers de vies. » Il s'approcha, remit un document et une décoration à chacun. « Par ordre du président des États-Unis, vous êtes rétabli dans vos fonctions avec tous vos droits. En outre, commandant Desmond, vous êtes promu au rang de capitaine avec effet immédiat. » Des applaudissements éclatèrent. Elle sentit la pression de toutes ces années retomber enfin, comme si la mer elle-même lui rendait un peu de paix. Plus tard, Venn vint à leur rencontre à l'écart, son regard voilé. « Je vous dois des excuses, murmura-t-il. J'aurais dû faire plus tôt ce que vous avez fait. » Kael secoua doucement la tête. « Vous avez fait ce que vous pouviez dans le système, mais parfois, c'est le système lui-même qu'il faut corriger. » Venn eut un petit sourire. « Justement, on m'a chargé de vous proposer un nouveau commandement. Une force spéciale chargée de surveiller les essais en eau profonde avec une totale transparence internationale. Plus jamais de brume noire. » Kael croisa le regard de Lyra, un sourire en coin. « À une condition, que le capitaine Desmond soit mon second. » Venn hocha la tête, amusé. « Déjà prévu, votre navire sera le Léviathan. Rendez-vous dans 1 mois. » Un mois plus tard, la capitaine Lyra Desmond se tenait sur le pont du Léviathan, cette fois en tant que commandante en chef. Devant elle, la mer de Chine méridionale s'étendait à perte de vue, ses flots scintillant sous le ciel d'été. La même mer qui, quelques semaines auparavant, avait failli être le théâtre d'un désastre invisible. Cette mer qu'elle avait promis de protéger envers et contre tout. Derrière elle, l'équipage du Léviathan, rassemblé en rang impeccable, lui rendait les honneurs. Les mêmes regards qui jadis s'étaient détournés dans le silence de la honte étaient aujourd'hui droits, fiers, emplis de respect. Elle descendit lentement la passerelle, les bottes claquant sur le métal, et leva la main pour saluer. Pour la première fois en 8 ans, il n'y avait plus de mystère dans leurs yeux, plus de doute, seulement la reconnaissance. Sur le pont d'envol, Darius Kael l'attendait, les mains croisées dans le dos, en uniforme parfaitement ajusté. Il la regarda approcher avec ce même petit sourire qu'il avait gardé même aux heures les plus sombres. « Étrange d'être de retour, pas vrai ?» souffla-t-il. Elle hocha la tête, ses yeux rivés à la ligne d'horizon où les avions rugissaient avant de disparaître dans le ciel. Étrange, mais juste. Ils restèrent côte à côte quelques instants, le vent salé jouant dans leurs cheveux. « Alors ?» demanda-t-il finalement. « Tout ça, est-ce que ça valait la peine ? Les 8 ans de silence, la carrière en ruine, la peur, tout ?» Elle ferma un instant les paupières, comme pour mieux peser ses mots. Les institutions échouent d'où parfois. Elles se perdent. Elles se protègent elles-mêmes au lieu de protéger ceux qu'elles sont censées servir. Mais elles peuvent retrouver leur mission, si quelques-uns ont le courage de tenir bon. Elle laissa ses doigts glisser sur ses nouveaux galons, encore neufs, encore étranges, à porter. Puis son regard se perdit dans les vagues. Quand je pense à toutes ces villes côtières, à toutes ces familles qui n'ont jamais su à quel point elles ont frôlé la mort. Oui, Darius, ça valait la peine. Il se contenta d'acquiescer, l'ombre d'un sourire fatigué aux lèvres. Et maintenant, on le fera en plein jour, avec un mandat clair. Elle répondit d'un air entendu, c'est vrai, même si, va savoir pourquoi, ça en paraît presque moins satisfaisant. Plus tard, cet après-midi-là, Lyra prit la parole devant un groupe de jeunes officiers fraîchement affectés au Léviathan.
Des visages encore neufs, encore hésitants, mais déjà pétris d'ambition. Elle se tenait devant eux, mains croisées, derrière le dos, et les observa un moment avant de commencer. « Vous avez tous entendu l'histoire, je suppose. La station abyssale, l'hydre, la mutinerie en mer de Chine. On a même donné à tout ça un nom officiel, le cas Brume Noire. La marine aime en faire un exemple, un exercice de morale à étudier. Elle fit quelques pas sur le pont, le regard fixé sur l'océan. Ce qu'on ne vous enseignera jamais, c'est ce que ça fait. À l'instant précis où vous devez choisir, obéir ou protéger. Quand votre conscience vous dit une chose et vos ordres une autre. Elle se tourna enfin vers eux, la voix plus basse, plus personnelle. Vous ne serez jamais parfait. Personne ne l'est. Mais votre intégrité, c'est votre encre. Restez aligné avec ce que vous croyez juste, même quand ça vous coûtera cher. Elle s'interrompit, laissant ces mots s'imprimer dans l'esprit de ces jeunes recrues. La vérité a un poids qu'on ne mesure pas tant qu'on ne la porte pas. Le silence aussi, mais parfois, être seul, debout, c'est la seule façon pour que les autres puissent continuer de se tenir debout, eux aussi. Une fois le briefing terminé, elle resta seule sur le pont, les mains posées sur la rambarde, à regarder le soleil descendre lentement vers l'horizon. Le ciel et la mer se confondaient en un dégradé de feu et d'or. Dans la poche intérieure de son uniforme, la petite médaille sans nom reposait toujours, discrète et précieuse. Elle avait été officiellement reconnue et désormais chacun des membres de l'hydre en possédait une copie. Une façon pour la marine de réparer ses torts, peut-être. Mais pour Lyra, ce bout de métal n'avait pas changé de sens. La preuve d'un acte qu'aucun rapport officiel n'avait jamais osé écrire. Elle ferma les yeux, laissant le vent et l'air iodé lui remplir les poumons. Dans son esprit, elle revoyait ce jour où tout avait basculé. La pluie sur la coupée du Léviathan, la marche solitaire jusqu'à la vedette, le silence pesant de l'équipage. Et puis la voix de Darius, qui résonnait encore comme une promesse tenue. « Commandante Lyra Desmond, les dossiers Brume Noire refont surface aujourd'hui. Oui, certains secrets étaient comme des sous-marins. On pouvait les maintenir immergés un temps. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par remonter, brisant la surface avec la force irrésistible de sa propre gravité. Et dans ce mouvement, parfois, la justice elle aussi trouvait son niveau. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.